Vous avez l'impression que vos relations sont comme des châteaux de sable, qu'elles s'effondrent malgré tous vos efforts? Vous vous demandez pourquoi vos relations amicales, amoureuses ou familiales ne durent pas, ou deviennent soudainement difficiles? Vous avez le sentiment de faire de votre mieux, mais pourtant, quelque chose cloche, et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? Alors, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces petites erreurs, de ces pièges insidieux qui détruisent silencieusement nos relations, souvent sans qu'on s'en rende compte. Des erreurs que l'on commet parfois par habitude, par négligence, ou tout simplement parce qu'on n'a pas conscience de leur impact dévastateur. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 de ces erreurs les plus fréquentes, celles qui peuvent miner vos relations, les faire souffrir, et les mener à leur perte. On parlera de communication, de temps de qualité, de critique, d'appréciation, de pardon, de confiance, et de conflit. Des sujets importants, des vérités parfois difficiles à entendre, mais des clés essentielles pour construire des relations plus solides, plus heureuses, et plus durables. Alors, si vous êtes prêt à identifier ces erreurs, si vous voulez comprendre comment les éviter, et si vous désirez sincèrement améliorer vos relations, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas, si le sujet vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils relationnels, et à me dire en commentaire quelle erreur vous avez peut-être déjà identifiée dans vos relations. Voyage au cœur des relations. Avant de plonger dans les détails, il est important de comprendre que ces 7 erreurs ne sont pas des fatalités. Elles sont courantes, oui, mais elles ne sont pas insurmontables. Ce sont des schémas, des habitudes que nous avons parfois inconsciemment adoptées, mais que nous pouvons corriger avec un peu de vigilance et de volonté. Ces erreurs touchent tout type de relations, qu'il s'agisse de relations amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles. La clé, c'est d'en prendre conscience, d'accepter nos parts de responsabilité, et de mettre en place des actions concrètes pour améliorer nos interactions. Et pour commencer notre exploration, on va s'attaquer à la première erreur, celle qui est souvent à la racine de nombreux problèmes, le manque de communication. Le manque de communication, mes amis, c'est comme un poison lent qui s'insinue dans nos relations, les affaiblissant petit à petit, jusqu'à ce qu'elles finissent par s'effondrer. C'est souvent là que tout commence, ou du moins, là que les problèmes s'aggravent. Quand on ne communique pas clairement, on laisse place aux malentendus, aux interprétations erronées, aux frustrations, et aux ressentiments qui finissent par s'accumuler. Le manque de communication, ce n'est pas seulement le silence, c'est aussi une communication inefficace, faite de non-dits, de sous-entendus, de reproches implicites, ou de monologues. C'est quand on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, de comprendre ses besoins, de partager ses sentiments, et de résoudre les problèmes ensemble. C'est quand on se réfugie dans le silence, par peur du conflit ou par manque de confiance, et que l'on laisse les non-dits prendre de l'ampleur. Comment le manque de communication se manifeste-t-il? C'est par exemple, quand on évite les conversations difficiles, quand on n'ose pas exprimer ses besoins de peur de déranger, quand on attend que l'autre devine ce qui ne va pas, ou quand on suppose que l'autre ressent la même chose que nous. C'est aussi quand on ne fait que parler de soi, sans s'intéresser à ce que l'autre a à dire, ou quand on interprète les propos de l'autre au lieu de lui poser des questions. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? La clé, c'est de développer une communication ouverte, honnête et bienveillante. Il faut apprendre à exprimer ses émotions, ses besoins, ses désirs, et ses limites, avec clarté et respect. Il faut apprendre à écouter activement l'autre, à se mettre à sa place, à comprendre son point de vue, et à valider ses émotions. Il faut oser aborder les sujets difficiles, en cherchant des solutions ensemble, plutôt qu'en laissant les problèmes s'envenimer. La communication, c'est un muscle qu'il faut entraîner. Ça demande de la pratique, de la patience, et de la volonté. Mais les bénéfices sont énormes, des relations plus saines, plus fortes, plus harmonieuses, et plus épanouissantes. Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Après avoir abordé l'importance de la communication, on passe à une autre erreur cruciale qui mine de nombreuses relations, le manque de temps de qualité. On a beau vivre sous le même toit, être amis ou se côtoyer au quotidien, ça ne suffit pas toujours à construire une relation solide et épanouissante. C'est le temps qu'on passe ensemble, mais surtout la qualité de ce temps, qui fait la différence. Le manque de temps de qualité, ce n'est pas simplement être présent physiquement. C'est l'absence de ces moments où l'on se connecte vraiment avec l'autre, où l'on partage des expériences, où l'on échange, où l'on rit, où l'on crée des souvenirs ensemble. C'est quand la routine, le travail, les écrans, ou d'autres priorités prennent toute la place, et qu'il n'y a plus de place pour l'autre.
Comment se manifeste le manque de temps de qualité? C'est par exemple, quand on est toujours occupé, quand on remplit nos journées d'activités sans prendre le temps de se poser ensemble, quand on passe plus de temps sur nos téléphones qu'à se parler, ou quand on ne fait plus d'activités que l'on aimait partager auparavant. C'est aussi quand on se contente de passer du temps ensemble, mais sans réel échange, sans réelle attention, sans réelle connexion. Comment éviter de laisser le manque de temps de qualité ruiner nos relations? Il faut avant tout prendre conscience de son importance. Il faut apprendre à prioriser l'autre, à lui accorder du temps, de l'attention, de la présence. Cela peut être quelques minutes par jour, quelques heures par semaine, ou un week-end de temps en temps, l'important est que ces moments soient dédiés à l'autre, sans distraction, sans interruption, et avec toute votre attention. Planifiez ces moments, comme un rendez-vous important. Choisissez des activités que vous aimez tous les deux, que ce soit une promenade, un dîner, un film, un jeu de société, une activité sportive, ou simplement une conversation intime. L'important est que vous vous amusiez, que vous partagiez, que vous créiez des souvenirs, et que vous vous sentiez connecté. Le temps de qualité, c'est un investissement, un engagement, une preuve d'amour, d'amitié, de respect, et de considération. Après le manque de temps de qualité, on aborde une erreur qui peut littéralement empoisonner une relation, les critiques constantes. Les critiques, mes amis, c'est comme des petites piqûres d'insectes, répétées à l'infini, qui finissent par laisser des cicatrices profondes, et par détruire l'estime de soi, la confiance, et l'amour. Les critiques constantes, ce n'est pas simplement exprimer un désaccord, ou faire une remarque constructive. C'est cette habitude de pointer du doigt les défauts de l'autre, de juger ses actions, ses choix, ses paroles, ou sa personnalité. C'est une manière de dire à l'autre, tu n'es pas assez bien, tu ne fais pas les choses correctement, je sais mieux que toi. C'est une forme de violence verbale, qui laisse des blessures invisibles, mais très douloureuses. Comment se manifestent les critiques constantes? C'est par exemple, quand on juge le moindre détail, quand on ne trouve rien de bien dans ce que l'autre fait, quand on reproche sans cesse, quand on utilise un ton sarcastique ou méprisant, ou quand on compare l'autre à quelqu'un d'autre. C'est aussi quand on se focalise sur les aspects négatifs de l'autre, et qu'on oublie de voir ses qualités, ses efforts, et ses bonnes intentions. Alors, comment éviter de tomber dans le piège des critiques constantes? Il faut avant tout prendre conscience de leur impact destructeur. Il faut apprendre à s'exprimer de manière positive et constructive, en mettant l'accent sur les points positifs, en utilisant le je plutôt que le tu, et en exprimant nos besoins et nos sentiments, plutôt qu'en accusant et en jugeant. Il faut apprendre à se concentrer sur les solutions, plutôt que sur les problèmes, et à encourager l'autre, plutôt qu'à le décourager. La critique constructive, c'est une invitation à s'améliorer, à grandir ensemble. Mais la critique constante, c'est une démolition en règle, une attaque qui détruit la confiance, la complicité, et l'harmonie. On passe à une erreur qui peut sembler moins grave, mais qui mine aussi profondément nos relations, le manque d'appréciation. Le manque d'appréciation, mes amis, c'est comme une plante que l'on arrose plus. Elle finit par dépérir, par perdre sa vitalité, et par s'éteindre. Il en va de même pour nos relations, quand on oublie de dire merci, de reconnaître les efforts, de valoriser les qualités, et de célébrer les victoires de l'autre. Le manque d'appréciation, ce n'est pas seulement oublier de dire merci. C'est une attitude générale, un manque de reconnaissance, de gratitude, et de valorisation de l'autre. C'est quand on prend ses actions, ses efforts, ses qualités, et sa présence pour acquis. C'est quand on ne voit plus ce qu'il fait de bien, et qu'on se concentre uniquement sur ses défauts, ou sur ce qu'il ne fait pas. C'est une manière de dire à l'autre, tu ne comptes pas, tu n'es pas important, ce que tu fais n'a pas de valeur. Comment se manifeste le manque d'appréciation? C'est par exemple, quand on oublie de remercier pour un service rendu, quand on ne félicite pas pour un succès, quand on ne complimente jamais, quand on ne dit pas à quel point on aime l'autre, ou quand on ne montre pas sa gratitude pour les petites choses du quotidien. C'est aussi quand on se contente de recevoir, sans rien donner en retour, quand on se plaint sans cesse, ou quand on ne fait que se concentrer sur ses propres besoins. Alors, comment éviter de laisser le manque d'appréciation ternir nos relations? Il faut avant tout prendre conscience de son importance. Il faut apprendre à exprimer notre gratitude, à reconnaître les efforts, à valoriser les qualités, et à célébrer les victoires de l'autre. Il faut apprendre à dire merci, à féliciter, à complimenter, à encourager, et à montrer notre affection, de manière sincère et authentique. L'appréciation, c'est un carburant pour nos relations. C'est ce qui les nourrit, ce qui les fait grandir, ce qui les rend vivantes et vibrantes.
C'est un don de soi, une preuve d'amour, d'amitié, de respect et de considération. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants. Abordons une erreur qui peut miner profondément une relation, en laissant des rancœurs et des ressentiments s'accumuler, le fait de ne pas s'excuser. S'excuser, mes amis, c'est comme une clé qui ouvre la porte de la réconciliation, qui permet de réparer les erreurs et de rétablir la confiance. Quand on refuse de s'excuser, on laisse les blessures s'envenimer, on crée des barrières, et on risque de perdre la relation. Le fait de ne pas s'excuser, ce n'est pas seulement oublier de dire « je suis désolé ». C'est une attitude de fierté mal placée, une incapacité à reconnaître ses torts, une réticence à accepter sa responsabilité, une peur de perdre la face, ou une conviction d'avoir toujours raison. C'est une manière de dire à l'autre « mes sentiments sont plus importants que les tiens, je ne me remets jamais en question, je n'ai rien à me reprocher ». Comment se manifeste le fait de ne pas s'excuser? C'est par exemple, quand on évite de s'excuser, quand on minimise la gravité de ses actions, quand on cherche des excuses, quand on rejette la faute sur l'autre, quand on fait semblant d'être désolé, sans sincérité, ou quand on continue de reproduire les mêmes erreurs, sans en tirer de leçons. C'est aussi quand on attend que l'autre fasse le premier pas, ou quand on utilise des excuses ambiguës, du type « si je t'ai blessé », au lieu d'assumer pleinement. Alors, comment éviter de laisser le refus de s'excuser ruiner nos relations? Il faut avant tout comprendre l'importance de l'humilité, de la reconnaissance, et de la sincérité. Il faut apprendre à reconnaître ses erreurs, à assumer sa part de responsabilité, à exprimer ses regrets, et à demander pardon de manière honnête et authentique. Il faut aussi être capable de pardonner à l'autre, quand il reconnaît ses erreurs et qu'il s'excuse sincèrement. S'excuser, c'est un acte de courage, un signe de maturité, une preuve d'amour, d'amitié, de respect, et de considération. C'est une invitation à la réconciliation, au pardon, et à la guérison. Alors, prêt à vous réconcilier avec vos relations en apprenant à vous excuser sincèrement? Après avoir parlé de l'importance de s'excuser, on aborde une erreur qui peut détruire une relation de l'intérieur, le manque de confiance. La confiance, mes amis, c'est le socle sur lequel repose toute relation saine et épanouissante. C'est ce qui permet de se sentir en sécurité, de s'ouvrir à l'autre, de se montrer vulnérable, et de construire un lien solide et durable. Quand la confiance est brisée, tout s'écroule, et la relation devient toxique. Le manque de confiance, ce n'est pas seulement la jalousie, ou la peur de l'abandon. C'est une attitude générale de doute, de suspicion, et de méfiance envers l'autre. C'est quand on remet en question ses paroles, ses actions, ses intentions, et ses sentiments. C'est quand on a peur qu'il nous mente, qu'il nous trahisse, qu'il nous quitte, ou qu'il nous fasse souffrir. C'est une manière de dire à l'autre « je ne te crois pas, je ne te fais pas confiance, je suis toujours en alerte ». Comment se manifeste le manque de confiance? C'est par exemple, quand on est excessivement jaloux, quand on contrôle l'autre, quand on fouille ses affaires, quand on espionne ses conversations, quand on le bombarde de questions, ou quand on interprète ses comportements de manière négative. C'est aussi quand on se compare sans cesse aux autres, quand on a peur de ne pas être assez bien, quand on cherche à se rassurer en demandant des preuves d'amour, ou quand on se montre distant et froid par peur d'être blessé. Alors, comment éviter de laisser le manque de confiance ruiner nos relations? Il faut avant tout travailler sur l'estime de soi, la sécurité intérieure, et la communication. Il faut apprendre à se faire confiance, à accepter ses propres imperfections, à reconnaître ses propres peurs, à exprimer ses besoins, et à se rassurer par soi-même, au lieu de dépendre de la validation de l'autre. Il faut aussi apprendre à faire confiance à l'autre, en lui accordant le bénéfice du doute, en respectant son individualité, et en le laissant être libre. La confiance, c'est un cadeau que l'on offre, un pari que l'on fait, une invitation à la vulnérabilité, et une clé pour une relation épanouissante. Enfin, nous arrivons à la dernière erreur de notre liste, celle qui peut sembler paradoxale, mais qui est pourtant très destructrice, l'évitement des conflits. On pourrait penser que le conflit est forcément négatif, et qu'il vaut mieux l'éviter à tout prix. Mais en réalité, les conflits sont inévitables dans toute relation, et c'est la manière dont on les gère qui fait la différence. Éviter les conflits, mes amis, c'est comme mettre la poussière sous le tapis. Elle finit toujours par ressortir, en pire. L'évitement des conflits, ce n'est pas seulement ne pas se disputer. C'est une attitude générale de fuite, de déni, et de passivité face aux désaccords, aux problèmes, et aux tensions. C'est quand on a peur d'exprimer nos opinions, nos sentiments, nos besoins, ou nos limites,
de peur de blesser l'autre, de créer une dispute, ou de perdre la relation. C'est une manière de dire à l'autre, je ne veux pas te contrarier, je préfère me taire, mais je garde tout ça pour moi, jusqu'à ce que ça explose. Comment se manifeste l'évitement des conflits? C'est par exemple, quand on fait semblant que tout va bien, quand on nie les problèmes, quand on évite les conversations difficiles, quand on se réfugie dans le silence, quand on se contente de faire des sourires forcés, quand on est d'accord avec tout pour ne pas faire de vagues, ou quand on s'éloigne de l'autre, physiquement et émotionnellement. C'est aussi quand on laisse les tensions s'accumuler, jusqu'à ce qu'elles se transforment en rancœur, en ressentiment, et en explosion incontrôlée. Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu car nous abordons plusieurs sujets sur les relations et les émotions. Alors, comment éviter de laisser l'évitement des conflits ruiner nos relations? Il faut avant tout accepter que les conflits sont normaux et même nécessaires pour faire grandir une relation. Il faut apprendre à exprimer ses désaccords de manière calme, respectueuse et constructive, en mettant l'accent sur le problème, et non sur la personne. Il faut apprendre à écouter le point de vue de l'autre, à chercher des compromis, à trouver des solutions ensemble, et à pardonner les erreurs. Le conflit, ce n'est pas une fin en soi, c'est une occasion de se connaître, de se comprendre, de se rapprocher, et de faire évoluer la relation. Alors, prêt à affronter les conflits avec courage, calme, et communication? On a fait le tour des 7 erreurs, il est temps de conclure notre exploration. Et voilà, mes amis, nous arrivons à la fin de notre exploration des 7 erreurs qui détruisent les relations sans qu'on s'en rende compte. On a vu comment le manque de communication, le manque de temps de qualité, les critiques constantes, le manque d'appréciation, le fait de ne pas s'excuser, le manque de confiance, et l'évitement des conflits, peuvent miner nos relations, les rendre difficiles, voire les mener à leur perte. Vous l'avez compris, ces erreurs ne sont pas des fatalités. Ce sont des schémas, des habitudes que nous avons parfois inconsciemment adoptées, mais que nous pouvons corriger avec un peu de vigilance, de volonté, et surtout, avec beaucoup d'amour, d'amitié, de respect, et de bienveillance. Il ne s'agit pas de se culpabiliser pour les erreurs que l'on a pu commettre, mais plutôt d'en prendre conscience, d'apprendre de nos expériences, et de faire des choix plus éclairés pour construire des relations plus saines et plus épanouissantes. La clé, c'est l'authenticité. C'est d'être soi-même, avec ses forces et ses faiblesses, d'exprimer ses émotions et ses besoins, de communiquer ouvertement, de donner du temps de qualité, d'apprécier l'autre, de s'excuser quand on fait des erreurs, de faire confiance, et d'affronter les conflits de manière constructive. La relation parfaite n'existe pas, mais on peut tous s'efforcer de créer des relations plus harmonieuses, plus profondes, et plus durables. Alors, je vous encourage à mettre en pratique ces conseils dans vos relations, à être attentif aux signaux, à ne pas laisser les erreurs s'installer, et à ne pas avoir peur de changer vos habitudes. Vous pouvez faire la différence, vous avez le pouvoir de transformer vos relations, de les rendre plus belles, plus fortes, et plus riches. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de laisser un commentaire pour me dire quelle erreur vous avez reconnue dans vos relations, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur les chemins de l'amour et de l'amitié. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos proches, cela pourrait leur être bénéfique. Je vous souhaite le meilleur dans vos relations, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos relations.